Un millionnaire s'est rendu sur la tombe de sa fille, mais il y a vu une petite fille des rues qui affirmait que celle qui était enterrée là était sa mère. Comment est-ce possible? L'homme est resté paralysé en voyant cela. Jacques Dufour, un nom que beaucoup à Paris associaient autrefois à l'élégance du monde des affaires, marchait maintenant comme une ombre parmi les vivants. Tous les vendredis matins, il quittait son appartement situé près du canal Saint-Martin, enveloppé dans un long manteau de laine noire, les mains gantées tenant un petit bouquet de lis blancs, ses pas résonnant faiblement sur les pavés humides de la ville. Il se dirigeait sans jamais dévier vers le cimetière du Père-Lachaise où reposait sa fille unique Amélie. Cela faisait exactement 5 ans, 5 automnes, 5 hivers, 5 printemps et 5 étés depuis ce jour maudit où une voiture avait brisé sa vie. Amélie, douce et vive jeune femme de 22 ans, étudiante en littérature, passionnée par les poètes maudits, avait perdu la vie dans un accident absurde, percuté à un carrefour alors qu'elle rentrait à vélo d'un cours de théâtre. Ce jour-là, le temps s'était arrêté pour Jacques. Depuis la mort d'Amélie, tout avait changé. Sa femme, Claire, n'avait pas supporté le poids du chagrin. Leur couple s'était effondré dans un silence glacial et quelques mois plus tard, elle avait quitté Paris sans un mot, emportant avec elle les dernières braises de leur vie commune. Jacques, désormais seul, avait continué à travailler, mais plus mécaniquement que réellement impliqué. Son bureau s'était vidé, tout comme sa maison. Ses amis s'étaient éloignés, intimidés par sa douleur qu'aucun mot ne semblait pouvoir apaiser. Le seul lien qu'il conservait avec le monde, le seul rituel qui lui donnait encore un semblant de structure, c'était cette visite hebdomadaire. Chaque vendredi, à 8 heures précises du matin, il franchissait les grilles du Père-Lachaise, saluait d'un hochement de tête le vieux gardien qui le reconnaissait sans jamais oser lui adresser la parole, puis avançait lentement vers la section C, allée 42, emplacement 111. Là, sous un petit arbre aux feuilles grises et tremblantes, se trouvait la tombe de sa fille. Le marbre blanc portait simplement gravé « Amélie Dufour, 1993-2015 ». Lumière et souffle de nos jours. Jacques déposait les fleurs à la base de la stèle, retirait ses gants, passait ses doigts sur les lettres froides et restait là, debout, en silence, parfois pendant de longues minutes, parfois plus d'1 heure. Il ne parlait jamais. Il n'avait plus rien à dire. Mais ce matin-là, quelque chose troubla le rituel. Le vent soufflait plus fort que d'habitude, charriant les feuilles mortes en volutes tourbillonnantes, et une fine bruine tombait du ciel, gris, donnant à la pierre une teinte encore plus triste. Jacques avançait, les yeux déjà embués, quand il crut percevoir une silhouette à distance, là où il ne devait y avoir personne. Il plissa les yeux. C'était inhabituel. Il n'avait jamais croisé âme qui vive à cette heure. À mesure qu'il s'approchait, la silhouette prenait forme, une petite fille accroupie devant la tombe d'Amélie. Elle semblait avoir 7 ou 8 ans. Ses cheveux emmêlés couvraient à peine son visage sale. Elle portait un manteau trop grand, troué au coude, et ses chaussures étaient dépareillées. Elle ne bougeait pas, juste assise, les bras entourant ses jambes, fixant la pierre comme si elle pouvait en lire les secrets. Jacques s'arrêta à quelques mètres. Son cœur accéléra. Qui était-elle? Que faisait-elle ici, à cette tombe, à cette heure? Était-elle perdue? Devait-il l'approcher? Il hésita puis s'avança lentement. « Bonjour », murmura-t-il, d'une voix plus tremblante qu'il ne l'aurait voulu. « Tu es perdu ?» La petite leva les yeux. Des yeux d'un vert étrange, intense mais fatigué. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, dans un souffle à peine audible, elle dit « Ma maman est enterrée ici ». Jacques sentit quelque chose se briser en lui. La phrase résonna comme un coup de tonnerre dans le silence pluvieux. Il cligna des yeux, recula d'un pas. Avait-il bien entendu? « Comment dis-tu » demanda-t-il, la gorge serrée. « Ma maman, elle s'appelait Amélie. Elle est morte. Il y a longtemps. C'est ici qu'elle dort. » Jacques resta figé. Il se tourna lentement vers la stèle. Le nom n'avait pas changé. C'était bien celui de sa fille, Amélie Dufour. Mais cette enfant, d'où venait-elle? Que savait-elle? Qui était-elle vraiment? Le vent sembla s'arrêter un instant, le monde entier suspendu à cette phrase. Jacques demeura immobile, l'esprit pris dans un tourbillon de confusion. Il scrutait la petite comme si son regard pouvait lui fournir des réponses plus claires que ses mots. Elle était là, frêle, vulnérable, à peine vêtue pour affronter le froid de ce matin d'automne.
et pourtant d'une étrange assurance. Elle ne semblait pas effrayée, ni par le lieu, ni par lui. Son regard ne fuyait pas. Elle fixait à nouveau la pierre tombale, comme si elle y lisait des souvenirs que lui-même ne possédait pas. « Comment s'appelait ta maman ?» demanda Jacques d'une voix plus douce, s'accroupissant lentement, pour se mettre à sa hauteur. La fillette leva les yeux sans hésiter. « Amélie, dit-elle. Amélie Fournier. » Le cœur de Jacques rata un battement. Il fronça les sourcils. Fournier. Ce n'était pas leur nom. Dufour. Amélie Dufour. Il regarda de nouveau la tombe. Rien n'avait changé. Tout était là, gravé en lettres sobres, comme il l'avait fait inscrire 5 ans auparavant. Il répéta mentalement le nom que la petite venait de prononcer. Fournier. Jamais entendu dans le cercle d'Amélie, ni parmi ses amis, ni dans sa famille. Et pourtant, quelque chose dans la manière dont elle l'avait dit, avec une telle certitude, une telle familiarité, le troubla profondément. « Tu es sûr de ça ?» insista-t-il. « Amélie Fournier ?» Elle hocha la tête, presque agacée qu'on doute d'elle. « Oui, c'est ma maman. Elle est morte il y a longtemps. Je viens souvent ici. » Jacques sentit une sensation étrange grimper le long de sa colonne vertébrale. La fillette paraissait sincère, mais l'idée lui semblait absurde. Amélie n'avait jamais eu d'enfant. Il en était certain. Ils étaient en proches, malgré les silences de la dernière année avant sa mort. Elle vivait encore chez lui. Elle aurait dit quelque chose, n'est-ce pas? « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, tentant de garder une voix calme. « Élise » répondit-elle sans hésitation. Un nom simple, mais qui, dans la bouche de cet enfant, sonnait comme un avertissement. Jacques se redressa lentement. La bruine tombait toujours, mouillant ses épaules, tandis qu'Élise restait accroupie, sans frémir. Il la regarda encore un moment, puis fit quelques pas sur le côté, tirant son téléphone de la poche de son manteau. Il s'éloigna juste assez pour ne pas être entendu. Il appela Bernard, son ancien collaborateur devenu confident, un homme discret et rigoureux, qu'il avait souvent aidé dans des recherches privées. La sonnerie retentit longtemps avant qu'une voix ensommeillée ne réponde. « Jacques, il est à peine 8 heures. »« Bernard, écoute-moi. J'ai besoin que tu vérifies quelque chose pour moi. Très vite. Le nom. Élise Fournier. Paris ou alentour. Elle dit que sa mère s'appelait Amélie Fournier. Je suis au Père-Lachaise, elle est devant la tombe de ma fille. » Un silence se fit à l'autre bout de la ligne. Puis Bernard répondit, plus alerte. « Tu veux que je cherche dans quel registre? Naissance? Adoption? Tout. Et essaie aussi de croiser avec le nom Amélie Fournier. Vois s'il y a une correspondance. C'est peut-être une coïncidence, mais je n'en suis pas si sûr. Je te rappelle dès que j'ai quelque chose. » Jacques raccrocha, respirant profondément. Il retourna vers Élise. Elle n'avait pas bougé. Le silence les enveloppait, brisés seulement par les gouttes qui tombaient des branches sur la pierre froide. Il s'agenouilla doucement. « Tu sais, mon Amélie, elle s'appelait Dufour, pas Fournier. » Élise le regarda avec curiosité, comme si le nom qu'il prononçait ne signifiait rien. « C'est peut-être pas le même nom, mais c'est elle, je le sais. » Il ne répondit pas tout de suite, il l'observa. Ses traits étaient fins, sa peau claire, un peu sale, mais ses yeux, il s'y attarda. Vert intense, presque irréel. Les yeux de sa fille étaient noisettes, mais ceux-là, il y avait quelque chose, une nuance familière qu'il n'arrivait pas à nommer. « Tu habites où, Élise? Tes parents ?» Elle détourna les yeux. « Je n'ai pas de maison. Je dors parfois dans les halls d'immeubles ou chez des dames gentilles. Et j'ai pas de parents, juste maman. Mais elle est partie, il y a longtemps. » Les mots étaient simples, mais laissaient entrevoir une réalité dure. Jacques sentit sa gorge se nouer. « Tu viens ici souvent ?»« Parfois, quand j'ai froid. Ou quand j'ai peur, j'aime être près d'elle. » Il ferma les yeux un instant. Tout cela semblait irréel. Un rêve étrange ou un piège de la mémoire. Mais Élise était bien là, tangible, assise devant la tombe d'Amélie. Et elle disait que sa mère s'appelait Amélie Fournier. Alors, pourquoi ce lieu précis? Pourquoi cette tombe? Jacques sentit que quelque chose de plus profond s'ouvrait sous ses pieds, comme si un sol qu'il croyait solide depuis 5 ans commençait lentement à se fissurer. Jacques restait figé, comme suspendu entre 2 époques de sa propre vie. Il regardait Élise, cette petite fille assise avec un calme presque solennel, devant la tombe de sa fille, et se sentait brusquement étranger à tout ce qu'il croyait savoir.
Il répéta en silence le nom qu'elle avait prononcé. Amélie Fournier. Ce nom résonnait désormais comme un mystère dont il ignorait tout, mais qui avait pourtant un lien direct, intime, peut-être irréversible, avec sa fille morte. Élise se releva lentement, frottant ses genoux avec ses mains sales. Jacques, dans un élan instinctif, lui tendit la main. « Viens, il fait froid, tu veux manger quelque chose ?» Elle hocha la tête, sans crainte ni hésitation, et plaça sa petite main dans la sienne. Ce simple contact fit tressaillir Jacques. La fragilité de cet enfant, la douceur inattendue de sa peau malgré les marques de la rue, éveillèrent en lui quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Ils quittèrent le cimetière, marchant côte à côte sous la pluie fine, Jacques tenant son parapluie au-dessus d'eux. En chemin, il lui posait des questions simples, des questions anodines, comme pour apprivoiser l'étrangeté de cette rencontre. « Tu sais depuis combien de temps ta maman est partie ? Je sais pas, j'étais petite. Je me souviens de ses cheveux, et qu'elle chantait souvent, des chansons tristes. » Jacques l'écoutait sans l'interrompre, chaque mot ouvrant en lui de nouvelles failles. Arrivé à une petite boulangerie du 11e arrondissement, il la fit asseoir près de la vitre embuée, sur une banquette de velours rouge passé. Il commanda 2 chocolats chauds et des viennoiseries. Quand ils furent servis, Élise se jeta sur le pain au chocolat comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Jacques la regardait, fasciné par son appétit et la manière presque féline dont elle se nourrissait, rapide mais silencieuse. Quand elle ralentit un peu, il reprit, doucement. « Et ton nom de famille? Tu connais ton nom complet ?» Elle leva les yeux, hésitante. « Alice Fournier, c'est ce que maman disait. » Jacques inspira lentement. Toujours ce nom. Fournier. Il sortit son portefeuille, en tira une vieille photo d'Amélie, prise lors d'un été à Marseille. Elle souriait, les cheveux ébouriffés, par le vent, le soleil sur ses joues. Il la posa doucement sur la table. « Est-ce que tu reconnais cette personne ?» Élise fixa l'image longuement. Puis elle hocha la tête. « C'est elle. C'est maman. » Le cœur de Jacques s'arrêta presque. Il saisit la photo, la regarda à son tour. Rien n'avait changé. C'était bien Amélie Dufour, sa fille. Mais la certitude dans les yeux d'Élise était déconcertante. « Tu es sûr? C'est important. »« Oui, je me souviens d'elle. Je me souviens aussi d'un chien blanc et d'un livre avec des dessins d'arbres. » Jacques sentit un vertige. Amélie avait eu un petit chien, jadis, un bichon nommé Neige, qu'ils avaient gardé jusqu'à ses 15 ans. Et le livre, oui, elle adorait dessiner des arbres. Il les retrouvait partout, sur ses cahiers, ses carnets, même les marges de ses livres de cours. Comment Élise pouvait-elle savoir cela? Est-ce que ta maman t'a parlé de ton papa? Elle secoua la tête. Non, elle disait qu'il était loin, ou qu'elle savait pas qui c'était. Jacques passa une main sur son visage. Tout cela n'avait aucun sens. Ou alors cela en avait trop. Soudain, son téléphone vibra. Il le sortit précipitamment. C'était Bernard. « Jacques, écoute bien. J'ai fait des recoupements rapides. Il y a bien une Élise Fournier née à Paris en 2008. Mère déclarée, Amélie Fournier. Père inconnu. L'enfant n'a pas été adopté officiellement, d'après les registres. Elle semble avoir été sous tutelle d'un foyer temporairement, puis plus de traces. Pas de scolarisation après 2015. 2015. L'année de la mort d'Amélie. Jacques sentit son estomac se nouer. Il regarda Élise, qui terminait son chocolat chaud, les joues tachées de cacao. « Et le nom Amélie Fournier? Tu as trouvé quelque chose ?» Rien de très clair. Pas de dossier complet à son nom. C'est ça qui est bizarre. Il y a une fiche d'entrée. À l'hôpital Saint-Antoine, il y a 5 ans, le jour de l'accident. Mais le nom enregistré est Amélie Dufour. Jacques se figea. « C'est ma fille. Elle est morte ce jour-là. » Justement, mais écoute, il y avait aussi un enregistrement secondaire, une fiche administrative oubliée, même date, même heure, même description physique, mais le nom Amélie Fournier. Jacques sentit le sol vaciller sous ses pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ta fille utilisait peut-être 2 identités. Le monde bascula doucement autour de lui. Il raccrocha sans un mot. Élise le regardait. « Ça va ?» Il lui sourit faiblement. « Oui, je crois que oui. Mais on a encore beaucoup à découvrir, toi et moi. » Ils quittèrent la boulangerie peu avant 9 heures, le ventre plein,
et le silence pesant entre eux. Jacques marchait lentement, guidant Élise d'une main protectrice dans les rues mouillées de Paris. Son esprit, en revanche, était tout sauf calme. La révélation de Bernard tournait en boucle dans sa tête. 2 enregistrements, 2 noms, une seule femme. Amélie avait-elle vraiment vécu une vie parallèle sans qu'il ne s'en aperçoive? Et cet enfant, cette petite fille aux yeux trop lucides, comment avait-elle été laissée dans la rue si Amélie était sa mère? Pourquoi personne n'avait rien dit, rien vu? Ils s'arrêtèrent à l'entrée d'un square désert. Jacques s'agenouilla devant Élise. « J'ai besoin que tu me racontes tout ce que tu sais, tout ce dont tu te souviens sur ta maman, même les petits détails. » Élise hocha la tête, s'assit sur une balançoire grinçante et commença à parler. Maman chantait souvent. Elle me berçait avec une chanson sur un cheval blanc. On vivait dans une pièce toute petite avec un lit pour 2. Il y avait un tapis rouge avec des étoiles et une lampe cassée. Jacques écoutait, notant mentalement chaque élément. « Elle t'emmenait où? Tu allais à l'école? » « Non. Maman disait que j'apprendrais à lire à la maison, mais parfois elle pleurait la nuit. Elle parlait à quelqu'un au téléphone. Je ne comprenais pas tout. Elle disait qu'elle avait fait une erreur, qu'elle devait tout réparer. » Cette phrase « tout réparer » fit frissonner Jacques. Elle était trop proche des fragments de messages que Bernard lui avait déjà lus des archives du téléphone secondaire d'Amélie. Tout se tissait lentement, douloureusement. « Et l'accident? Tu t'en souviens ?» Élise baissa les yeux. On marchait dans la rue. Il faisait nuit. Il y avait une voiture blanche. Elle roulait très vite. Maman m'a poussé. Et puis j'ai crié. Après, je ne l'ai plus jamais revue. Jacques sentit ses mains se crisper. La scène décrite par la fillette correspondait étrangement à celle qu'on lui avait racontée il y a 5 ans. Il se souvenait parfaitement des mots du rapport de police. Une bicyclette percutée par un véhicule blanc, le conducteur ayant pris la fuite. Mais Élise parlait de nuit, pas de jour, et d'avoir été là. Or, dans la version officielle, Amélie était seule. Quelque chose ne collait pas. Il prit une décision soudaine. « Viens, Élise, on va quelque part. » Ils prirent un taxi vers l'hôpital Saint-Antoine. Sur le trajet, Jacques contacta une ancienne connaissance, Madame Delorme, une infirmière retraitée qui travaillait encore comme archiviste à temps partiel dans l'administration de l'hôpital. Arrivés sur place, ils furent conduits à une salle discrète à l'arrière du service des archives. L'odeur de papier ancien et de désinfectant s'y mêlait de façon presque agressive. « Jacques, » dit Madame Delorme en l'accueillant, « tu sais que je ne peux pas t'ouvrir des dossiers sans autorisation. Je sais, mais il s'agit de ma fille. Et peut-être de ma petite fille. » Elle hésita. Puis, devant l'intensité dans son regard, acquiesça en silence. Elle consulta son terminal, tapa plusieurs mots-clés, puis leur montra un écran. Amélie Dufour, admise le 15 octobre 2015, décès confirmé à 19h50. C'est bien ce que tu sais déjà. Mais regarde ceci. Elle ouvrit un autre dossier associé à une entrée en urgence quelques minutes avant. Amélie Fournier, blessée lors d'un accident de la voie publique, état critique, transférée sans pièce d'identité. Sa identité confirmée ensuite comme Dufour par le père. Jacques sentit le sol se dérober. 2 identités, une seule patiente. Mais au moment de l'admission, le personnel ne savait pas qui elle était vraiment. « Tu comprends ?» dit Madame Delorme. « Elle a été enregistrée sous un nom, puis sous l'autre. C'est rare, mais cela arrive dans des cas de confusion. Mais pourquoi aurait-elle utilisé un faux nom? » Elle haussa les épaules. Peut-être pour des raisons personnelles, peut-être pour protéger quelqu'un. Jacques baissa les yeux vers Élise, assise calmement dans le coin de la pièce, les jambes pendantes. Est-ce qu'il y avait d'autres documents? Quelque chose de non officiel? Madame Delorme fouilla dans une boîte d'archives physiques, en sortit une enveloppe scellée contenant les effets personnels de la victime, un portable cassé, une boucle d'oreille solitaire et un petit papier froissé. Elle le tendit à Jacques. Il le déplia. Une écriture fine, presque tremblante. « Si quelque chose m'arrive, son nom est Élise. Elle n'a que moi. Pardon. » Jacques ferma les yeux, la gorge serrée. Le puzzle prenait forme, mais chaque pièce le blessait davantage. Amélie avait tout fait pour protéger cet enfant, pour la garder secrète. Mais de quoi? De qui? Il regarda Élise. Elle observait la scène avec une gravité désarmante.
On va continuer, chuchota-t-il pour lui-même. Je vais tout comprendre. Jusqu'au bout. Les jours qui suivirent furent un enchaînement d'ombres et de révélations pour Jacques. Il ne dormait presque plus, hanté par la possibilité que sa fille lui ait caché quelque chose d'aussi fondamental que la naissance d'un enfant. Élise restait avec lui, d'abord dans l'appartement du canal Saint-Martin, puis dans un petit hôtel discret, le temps qu'il puisse réfléchir à la suite. Elle ne posait pas de questions, ne demandait rien, mais observait tout avec une maturité troublante. Jacques, lui, n'avait qu'une obsession, comprendre. Comprendre pourquoi Amélie vivait sous un autre nom, pourquoi elle avait caché la naissance d'une fille, pourquoi personne dans sa famille ou parmi ses amis n'avait jamais eu le moindre indice. Il décida de retourner à la source, l'hôpital. Mais cette fois, il voulait aller plus loin que les archives standards. Grâce à l'aide de Bernard, il obtint un rendez-vous discret avec un médecin légiste à la retraite, le docteur Renaud, qui avait officié lors de l'identification du corps d'Amélie. Ce dernier se souvenait très bien de l'affaire, marqué par la médiatisation rapide due au nom connu de Jacques. « Vous m'avez demandé de vous parler de ce jour-là, » dit le docteur Renaud, assis dans une pièce exiguë aux murs jaunis par le temps. « J'ai encore quelques documents personnels que j'avais conservés par habitude. J'ai toujours trouvé cette affaire étrange. » Il sortit une boîte cartonnée, poussiéreuse, et l'ouvrit devant Jacques. À l'intérieur, plusieurs copies de rapports, photos d'identité, fiches d'admission, et un dossier brun sans nom. Le docteur le posa sur la table, l'ouvrit avec précaution. « Regardez ceci. » Jacques se pencha. Il y avait là une photocopie d'un document administratif d'apparence officielle, mais sans tampon final. En haut, on lisait « Carte d'identité. Provisoire non. Amélie Fournier, date de naissance. 24 juin 1993. Adresse inconnue. » Le visage sur la photo, c'était Amélie. Plus jeune, les cheveux attachés, l'air fatigué, mais indéniablement elle. Ce document a été retrouvé dans ses affaires, dans un petit portefeuille rouge. Il n'apparaissait pas dans la liste remise aux autorités, mais il a été enregistré séparément, dans un lot hors identification. Et ensuite, oublié. Jacques sentit une sueur froide dans son dos. Donc, ma fille n'avait une fausse identité, ou une seconde identité légitime, mais secrète. Cela arrive dans certains cas de protection de témoins, ou de femmes fuyant des situations difficiles. Jacques prit le papier, l'examina sous tous les angles. La qualité était médiocre, comme s'il avait été imprimé à la hâte. Et pourtant, tout semblait plausible. Rien ne criait « faux ». Mais l'adresse vide, le nom non enregistré ailleurs, tout cela criait aussi silence. Volontaire, calculé. Est-ce que ce document a été signalé? Non, pas officiellement. Je l'ai gardé car j'avais un pressentiment. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette affaire. Le rapport initial de police faisait état d'un accident impliquant une cycliste. Mais, curieusement, la patiente portait des vêtements trop amples et pas de casque, comme si elle n'avait pas prévu de rouler, comme si elle fuyait. Jacques releva les yeux, lentement. « Vous croyez qu'elle était poursuivie ?» Le docteur haussa les épaules. « Je crois qu'elle voulait disparaître, ou qu'elle avait tenté de réapparaître après s'être cachée. » Cette idée fit exploser quelque chose en lui. Amélie avait fui, caché sa grossesse, vécu dans l'ombre. Et peut-être, peu avant sa mort, avait-elle décidé de revenir, d'assumer. Mais elle n'en avait pas eu le temps. Jacques serra le document entre ses doigts. Est-ce qu'il y avait un numéro de dossier lié à cette identité? Oui, répondit le docteur. Et c'est là que ça devient étrange. Il lui montra une fiche manuscrite griffonnée en marge. Référence croisée, Fournier, dossier X9-14A, non localisé. J'ai cherché ce dossier dans le système à l'époque. Il n'existe pas dans nos bases. C'est comme s'il avait été effacé. Jacques se leva brusquement, le cœur battant. Je dois retrouver ce dossier. Si quelqu'un l'a supprimé, c'est qu'il y avait une raison. Mais Jacques n'entendait plus. Il remercia brièvement le docteur, rangea le document provisoire dans son porte-document et quitta les lieux. Dans la rue, il appela immédiatement Bernard. « Bernard, j'ai une copie d'une carte d'identité provisoire au nom d'Amélie Fournier, avec un numéro de dossier introuvable. Il faut le pister. Peut-être dans les fichiers internes du ministère ou dans des archives judiciaires. Tu es en train de me dire que ta fille avait une autre vie? Oui, et qu'elle l'a soigneusement enterrée, mais pas assez pour qu'on ne la retrouve pas. Je m'y mets, mais ça va prendre du temps. Fais vite.
Je crois qu'on ne fait qu'effleurer la vérité. » Jacques coupa l'appel et regarda les passants autour de lui, chacun absorbé dans son monde. Il pensa à Élise, qui l'attendait à l'hôtel, probablement dessinant en silence, comme le faisait sa mère autrefois. Il pensa au silence de Claire, son ex-femme, et à tous ceux qui n'avaient jamais posé les bonnes questions. Il s'était juré de comprendre, et il savait que ce document, ce faux papier avec le vrai visage de sa fille, était la clé. Le lendemain matin, Paris semblait s'être enveloppé d'un voile de brume épaisse, comme si elle cherchait à dissimuler les vérités enfouies sous ses pavés anciens. Jacques, cependant, n'avait plus le luxe de l'ignorance. Il s'était levé avant l'aube, l'esprit agité, hanté par les pièces manquantes d'un puzzle qui, peu à peu, prenait la forme d'une révélation douloureuse. Élise dormait encore dans la chambre attenante, paisible malgré tout ce qui pesait autour d'elle. Jacques avait pris une décision. Il devait obtenir l'acte de naissance d'Élise. C'était, à ses yeux, le seul moyen d'ancrer la vérité dans quelque chose d'officiel, d'indiscutable. Il connaissait quelqu'un qui pouvait l'aider, François Mauger, un ami d'université devenu avocat spécialisé en droit de la famille. Ils ne s'étaient pas vus depuis des années, mais Jacques savait qu'il pouvait compter sur lui. Il le contacta par téléphone, lui exposa brièvement la situation. François, d'abord interloqué, accepta de le rencontrer immédiatement. Ils se retrouvèrent dans un petit bureau discret, non loin de la place des Vosges. François écouta en silence, hochant la tête, à mesure que Jacques déroulait le fil de cette histoire insensée. « Tu veux que je demande l'acte de naissance de cette petite, pour confirmer la maternité, dit François. « Oui, et surtout pour savoir si le nom de mon Amélie y figure. Et sous quel nom ?» François s'activa. Grâce à ses contacts dans l'administration, il obtint l'accès au Registre national des naissances. Quelques heures plus tard, il revint avec une feuille imprimée à l'entête officielle de la mairie de Paris. Il la tendit à Jacques sans un mot. Jacques lut lentement. Nom de l'enfant, Élise Fournier. Date de naissance, 27 février 2008. Lieu, Paris, 14e arrondissement. Mère, Amélie Fournier. Père, inconnu. Le papier trembla entre ses doigts. Il relut, encore et encore, Amélie Fournier, pas Dufour. Elle avait sciemment utilisé un autre nom pour déclarer la naissance. Elle avait voulu se détacher de lui, de la famille, de tout ce qu'elle avait été. Et elle avait gardé secret ce chapitre entier de sa vie. Jacques sentit une douleur sourde naître dans sa poitrine. Pas de père, juste sa fille, seule, assumant un choix qu'elle n'avait jamais partagé. « Elle a tout fait pour que personne ne sache, murmura-t-il. « On dirait oui, répondit François. Mais pourquoi ?» Jacques secoua la tête. Trop de raisons possibles, trop d'hypothèses. Honte, peur, colère, il n'avait aucune certitude. Seulement ce fait brut. Amélie avait eu une fille à 19 ans. Elle l'avait nommée Élise Fournier, et elle n'avait jamais parlé de tout cela à personne. « Est-ce que je peux utiliser cet acte pour demander la garde de la petite ?» demanda-t-il, la voix plus ferme. François hocha la tête. « Tu peux initier une demande de tutelle provisoire, à condition que l'enfant soit sans représentant légal, ce qui semble être le cas. Mais tu devras prouver ta filiation indirecte. C'est complexe. Il faudra peut-être un test ADN. Et un dossier solide. » Jacques acquiesça. Peu importait la complexité, il irait jusqu'au bout. Avant de quitter le bureau, il demanda à François « Et si Amélie avait tenté de reprendre Élise, est-ce que ça apparaîtrait dans un dossier de justice ? Si elle avait engagé une procédure, oui, il faudrait qu'on regarde dans les dossiers du tribunal de la famille. Je peux lancer une recherche. » Jacques remercia son ami et quitta les lieux avec le document précieusement rangé dans une pochette. Dans la rue, le vent s'était levé, éparpillant des feuilles mortes sur les trottoirs. Il marcha sans direction précise, tentant de digérer ce qu'il venait de lire. Il avait désormais la preuve. Élise était bien la fille d'Amélie, et Amélie avait tout fait pour effacer cette maternité de leur vie familiale. Jacques sentait une colère sourde monter en lui, mais aussi une immense tristesse. Que s'était-il passé dans l'esprit de sa fille pour qu'elle porte un tel fardeau seule? Qu'avait-elle traversé pour décider de cacher la vérité à ce point? De retour à l'hôtel, il trouva Élise en train de dessiner sur le bureau. Elle avait représenté un arbre aux racines profondes, et deux silhouettes en dessous, une grande, une petite. Il s'approcha, la regarda un instant. « Tu sais ce que j'ai appris aujourd'hui ?»
demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux. « Quoi ? Que ta maman t'aimait très fort, assez pour vouloir te protéger, même si cela voulait dire rester loin. » Élise ne répondit pas, mais un frisson traversa son visage. Jacques s'assit à côté d'elle. « Tu veux que je te lise une histoire ce soir, comme elle le faisait ?» Elle hocha timidement la tête. Et à cet instant, pour la première fois depuis 5 ans, Jacques sentit une chaleur fragile renaître au creux de son existence. Le soir tombait lentement sur Paris, teignant les façades haussmanniennes d'une lumière dorée et incertaine. Dans l'appartement silencieux, Jacques relisait pour la 3e fois les messages extraits du second téléphone d'Amélie. Le portable, réparé avec soin par un technicien spécialisé à Montparnasse, avait révélé un contenu inattendu, une série de messages échangés avec une certaine Claire, étalée sur près de 6 années. Le ton variait entre la complicité adolescente et une tension douloureuse, marquée par des mots-clés qu'il ne comprenait que trop bien maintenant. « Je l'ai fait, je l'ai laissé, c'était la seule solution. Je ne dors plus, je revois ses yeux. Tu crois qu'un jour je pourrai la revoir sans tout détruire ? Claire, j'ai peur, je ne suis plus celle d'avant. » Ces phrases résonnaient comme des cris étouffés, des aveux jetés dans le vide numérique, sans espoir de réponse véritable. Mais Claire répondait, toujours. Elle semblait être le seul point d'ancrage d'Amélie pendant cette période trouble. Jacques décida qu'il était temps de la trouver. Il n'avait qu'un prénom et un numéro fragmenté, mais Bernard, fidèle à sa réputation, parvint à recouper les données en moins de 24 heures. Claire Dumont, ancienne assistante personnelle d'Amélie, lorsqu'elle effectuait un stage dans une maison d'édition à Saint-Germain-des-Prés. Âgée de 33 ans, elle avait quitté le secteur éditorial après une dépression post-traumatique et vivait aujourd'hui à Belleville, discrètement, loin du tumulte. Jacques s'y rendit seul. Le quartier, cosmopolite et vibrant, contrastait violemment avec l'état d'âme qui l'habitait. Il gravit lentement les escaliers étroits d'un immeuble ancien et frappa à une porte où un simple C. Dumont figurait sur la boîte aux lettres. Claire ouvrit après de longues secondes. Elle avait les traits tirés, les cheveux noués, à la hâte, des cernes profonds. Ses yeux, cependant, s'agrandirent dès qu'elle vit Jacques. « Monsieur Dufour » souffla-t-elle, comme si une apparition se dressait devant elle. « Je dois vous parler de ma fille. »« Et de la vôtre » répondit-il. Elle pâlit, s'effaça lentement pour le laisser entrer. L'appartement était modeste, encombré de livres, de carnets et de toiles inachevées. Claire lui désigna un fauteuil et s'assit en face, tremblante. « Pourquoi maintenant » murmura-t-elle. « Pourquoi après tout ce temps ? Parce que je viens seulement de découvrir qu'Amélie avait une fille, et que cette fille, Élise, vit dans la rue depuis des années. » Claire porta les mains à son visage, ses épaules frémirent. Elle ne voulait pas, elle n'a jamais voulu que ça arrive comme ça. Alors expliquez-moi ce qu'elle n'a jamais pu dire. Le silence fut long, mais quand Claire parla enfin, sa voix était claire, douloureusement lucide. Amélie m'a tout confié, dès le début. Elle avait 19 ans, elle venait de commencer son stage. Elle est tombée enceinte d'un homme plus âgé. Il l'a quittée dès qu'il l'a su. Elle ne voulait pas vous en parler. Elle avait peur de vous décevoir, peur de tout gâcher. Elle a décidé de mener sa grossesse en secret. Je l'ai aidée à trouver une clinique discrète. Elle a accouché sous le nom de Fournier, le nom de jeune fille de sa grand-mère maternelle. Jacques écoutait, chaque mot s'enfonçant comme une lame émoussée. Elle voulait donner l'enfant à l'adoption, mais une fois Élise née, elle n'a pas pu. Elle l'a gardée quelques mois, mais elle était seule. Elle a failli perdre son stage. Elle dormait parfois dans des foyers. Elle m'appelait en pleurs. J'ai essayé de l'aider, mais je n'étais pas stable moi-même. Finalement, elle a trouvé une famille prête à adopter Élise. Une adoption informelle, presque illégale, sans passer par les institutions. Elle pensait faire le bon choix. Mais ce n'était pas le cas. Claire secoua la tête. Non. Quelques années plus tard, elle a appris par un ami que la famille maltraitait la petite. Elle a tenté de reprendre contact, d'intervenir. Elle a même essayé de retrouver Élise. Mais elle avait disparu. Enlevée ? Fugueuse ? On ne sait pas. Amélie s'est effondrée. Elle a tout arrêté. Sa vie, ses projets, ses relations. Elle n'était plus qu'obsession. Je l'ai vue sombrer lentement. Jacques ferma les yeux. Le mot « obsession » le transperçait. Cela expliquait tout, les absences, les silences,
les accès de tristesse inexpliqués. Et puis, l'accident? Claire inspira profondément. Elle m'a appelé 2 jours avant. Elle m'a dit qu'elle avait retrouvé Élise, qu'elle savait où la trouver, qu'elle voulait lui parler. Elle était à la fois terrifiée et euphorique. Elle a dit qu'elle voulait réparer son erreur, qu'elle allait tout raconter à son père. « À vous !» Jacques serra les poings. Et elle ne l'a jamais pu. Non, elle a été fauchée juste après avoir repris contact avec la petite. Un silence pesant s'installa. Claire, visiblement épuisée, releva les yeux. « Vous l'avez retrouvée, n'est-ce pas, Élise ?»« Oui, et je veux qu'elle sorte de la rue, qu'elle ait enfin ce que sa mère n'a jamais pu lui offrir. » Claire se leva, se dirigea vers une étagère et en sortit un carnet relié de cuir noir. Amélie m'a demandé de garder ceci, au cas où. Je n'ai jamais eu le courage de l'ouvrir. Jacques le prit. Le carnet était épais, usé mais intact. Il le rangea dans sa sacoche sans l'ouvrir non plus. « Merci Claire. Pour tout, je vous recontacterai. » En quittant l'appartement, Jacques avait l'impression de porter non seulement la douleur de sa fille, mais aussi le poids de sa rédemption. Il marcha longtemps sans but dans les rues de Belleville, le carnet pressé contre lui, comme une dernière confession en attente d'être entendu. Le carnet d'Amélie resta fermé pendant 2 jours. Jacques le tenait souvent entre les mains, le posait sur la table de nuit, le regardait longuement sans oser l'ouvrir. Il savait, au fond de lui, que les pages renfermées là contenaient ce qu'elle n'avait jamais eu la force de dire à haute voix. Ce n'était pas seulement un journal, c'était un testament émotionnel, peut-être même une confession. Mais il craignait que la vérité écrite avec sa propre encre ne soit encore plus insupportable que les silences accumulés. Ce matin-là, pourtant, il prit enfin la décision. Élise dormait encore. La lumière de l'aube filtrait doucement à travers les rideaux de l'hôtel. Assis à la petite table, une tasse de café à moitié froide à ses côtés, Jacques ouvrit le carnet. Les premières pages étaient des fragments de pensée, des poèmes inachevés, des dessins à l'encre noire représentant souvent des visages féminins sans traits, des arbres isolés et des mains ouvertes. Puis, plus loin, les mots commencèrent à prendre forme narrative. Elle était née à l'aube. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. J'ai pleuré de peur, pas de joie. J'étais seul. Claire m'attendait à la sortie, mais à l'intérieur, il n'y avait que moi et elle. Je l'ai nommée Élise, pas pour cacher, pour la protéger, de moi, de vous, du monde. Jacques lut chaque ligne avec une attention fébrile, découvrant les doutes, les angoisses, les tentatives désespérées d'Amélie de concilier maternité et solitude. À plusieurs reprises, elle écrivait « Je ne veux pas qu'elle devienne invisible. Je ne veux pas qu'elle disparaisse comme moi. » Il comprit alors que la décision de confier Élise à une autre famille n'avait jamais été prise de gaieté de cœur. C'était une fuite, un cri muet. Elle avait choisi de s'effacer pour que sa fille ait une chance d'exister ailleurs. Mais quelque chose changeait dans les pages suivantes. Le ton devenait plus nerveux, plus sombre. Elle évoquait des recherches, des démarches administratives rejetées, des courriers sans réponse. Ils disent que je n'ai aucun droit, que je ne suis personne pour elle. Pourtant, c'est moi qui l'ai portée. Moi qui me réveille chaque nuit avec son prénom dans la gorge. Jacques ferma le carnet, les mains tremblantes. Il n'y avait plus de doute. Amélie avait tenté de récupérer Élise, et elle avait échoué. Il contacta immédiatement François, son ami avocat, pour lui demander d'enquêter sur les archives judiciaires. Moins d'1 journée plus tard, il reçut un appel. « Jacques, tu avais raison. Il y a bien eu une tentative. » Dossier ouvert au tribunal des affaires familiales en 2013. Plainte déposée pour maltraitance par la mère biologique, Amélie Fournier. Mais le dossier a été classé sans suite. Motif: identité non confirmée, preuves insuffisantes, enfant introuvable. Et le dossier? Je peux le consulter? En théorie, non. Il est marqué comme effacé du registre principal, mais j'ai un contact qui peut nous donner accès aux copies internes. Quelques heures plus tard, Jacques se retrouvait dans une salle discrète, au sous-sol du palais de justice, en compagnie d'un greffier compatissant qui avait accepté, sous la recommandation de François, de lui montrer les documents. Le dossier était mince, trop mince pour une affaire de cette nature. À l'intérieur, une seule déclaration manuscrite, probablement écrite par Amélie elle-même. « Je suis la mère d'Élise Fournier.
Elle a été confiée à une famille d'accueil sans cadre légal. Je demande une enquête immédiate. L'enfant présente des signes de négligence et de violence. J'ai été repoussé à chaque tentative de contact. Je suis prête à subir toute vérification nécessaire pour prouver ma maternité. Mais au bas de la page, une annotation administrative glaçante. Demande irrecevable. Absence de preuve de filiation légale. Identité Fournier non reconnue par les registres. Jacques sentit une colère sourde l'envahir. Elle avait été effacée, rayée, non pas à cause d'un manque d'amour, mais parce que son existence, sous le nom de Fournier, n'était pas valable aux yeux des institutions. Il feuilleta le dossier une dernière fois. Une photo s'en détacha, glissa sur le sol. Il la ramassa. C'était une photo d'Élise, probablement prise à l'âge de 5 ans. Elle souriait, un sourire timide, presque résigné. Sur la marge, au stylo, « Ma fille » ne la laissait pas disparaître. De retour à l'hôtel, Jacques trouva Élise en train de colorier un nouveau dessin. Une maison, un grand arbre et 2 personnages se tenant la main. Il s'accroupit devant elle, posa doucement la photo sur la table. « C'est toi, tu sais. » Élise regarda l'image, puis lui. « Je me souviens de cette robe, murmura-t-elle. Maman me l'avait cousue. » Jacques ferma les yeux un instant. « Elle s'est battue pour toi, jusqu'au bout. Il savait ce qu'il devait faire. Il allait prendre ce carnet, cette photo et, le dossier effacé, et les présenter aux autorités. Il allait entamer la procédure pour obtenir la garde, non pas pour réparer ce que sa fille n'avait pu faire, mais pour honorer ce qu'elle avait tenté. L'obtention de la garde provisoire d'Élise ne fut ni rapide ni simple. Jacques avait présenté tous les documents, le carnet d'Amélie, la photo, l'acte de naissance, le dossier judiciaire effacé. Malgré cela, l'assistante sociale chargée du dossier insista pour mener une enquête approfondie. Le passé d'Élise devait être retracé, ses années d'errance expliquées, les circonstances de sa disparition clarifiées. Pour cela, il fallait retourner au tout début. La famille qu'il avait adoptée de manière informelle dans la ville de Lyon. Jacques décida de s'y rendre personnellement, accompagné de Bernard, qui avait retrouvé l'adresse exacte grâce à une vieille trace dans un registre de suivi médical datant de 2010. La maison se trouvait dans un quartier périphérique, modeste mais bien entretenu. Une petite cour, des volets verts et un portail blanc à moitié rouillé. Rien, à première vue, ne laissait présager les douleurs enfouies entre ces murs. Une femme ouvrit la porte. Cinquantaine rugueuse, regard méfiant, voix sèche. « Chloé ?»« Madame Lefranc ?» demanda Jacques. « Je viens poser quelques questions au sujet d'Élise Fournier. Elle aurait vécu ici entre 2008 et 2014. » Elle fronça les sourcils, recula légèrement. « On ne parle plus de cette histoire, c'est fini. » Mais Jacques insista avec calme mais fermeté. Il parla d'Amélie, de l'accident, de l'absence de justice. La femme finit par soupirer, résignée. « Elle était restée ici 6 ans. Mon mari avait accepté de l'accueillir. Une connaissance nous l'avait confiée sans trop d'explications. On n'a jamais signé quoi que ce soit. Elle était étrange, silencieuse, jamais contente. Elle refusait de manger, se cachait sous les meubles. On ne savait pas quoi faire. « Vous l'avez signalée comme disparue ?»« Non, elle est partie un soir. Elle avait 6 ans. On a trouvé la porte ouverte, ses affaires jetées dans la cour. On a cru qu'elle avait été prise par sa mère, mais personne n'est jamais revenu. On a pensé qu'elle s'était noyée, puis on a oublié. » Le ton indifférent de cette femme glaça Jacques, comme si une enfant avait été un simple objet perdu, sans conséquence. Il tourna les talons, écœuré. Ils décidèrent de questionner les voisins. Ce fut là que la vérité émergea, crue, brutale. Plusieurs témoignages concordaient, cris la nuit, punitions prolongées, repas privés. Élise, selon une voisine âgée, avait été vue à plusieurs reprises enfermée dehors, même en hiver. La petite ne parlait pas. Elle avait toujours les bras couverts de bleu. « Je regrette de ne pas avoir agi, mais je n'avais pas de preuves, » murmura-t-elle en détournant les yeux. Jacques, en entendant cela, sentit une rage sourde monter. Sa petite fille, celle qu'Amélie avait voulu protéger, avait été jetée dans un enfer domestique. Et lorsqu'elle avait enfin fui, personne ne l'avait cherchée. Personne. De retour à Paris, il déposa un nouveau rapport complet auprès de l'assistante sociale, incluant les témoignages, les photos du quartier et une déclaration officielle de sa part. Il ajouta à cela un courrier manuscrit,
simple mais déterminé. Je ne cherche pas à corriger le passé. Il est irrémédiablement marqué par l'absence, le silence et la douleur. Mais je refuse que le futur d'Élise soit construit sur les mêmes ruines. Je suis prêt à devenir ce que sa mère n'a jamais pu être pour elle, non par devoir, mais par amour. Quelques jours plus tard, il reçut une convocation au tribunal de la jeunesse. Élise l'accompagna. Elle portait une robe bleue qu'Amélie avait achetée des années auparavant, restée miraculeusement intacte dans une boîte oubliée. Dans la salle d'audience, elle serra la main de Jacques, sans rien dire. Le juge était une femme d'allure austère, mais dont le regard trahissait une certaine humanité. Elle écouta attentivement chaque élément présenté. Puis elle s'adressa à Élise. « Tu comprends pourquoi tu es ici ?» La petite hocha la tête. « Oui, on veut savoir si je peux rester avec lui. »« Et toi, que veux-tu » Elle regarda Jacques, puis se tourna vers le juge. « Je veux plus dormir dans la rue, je veux pas être seule. Et je crois que maman serait d'accord. » Le silence dans la salle fut total. Le juge rendit sa décision quelques instants plus tard. Jacques obtiendrait la garde provisoire, le temps de finaliser les tests nécessaires à la reconnaissance familiale complète. L'émotion dans la voix du greffier, en lisant le jugement, était palpable. De retour à la maison, Jacques alluma une petite veilleuse dans la chambre d'Élise. Elle s'endormit rapidement, épuisée mais apaisée. Lui resta debout longtemps, le carnet d'Amélie ouvert à la dernière page. Une phrase y était écrite, seule, au centre. « Si un jour elle revient vers toi, ne lui demande rien. Aime-la, c'est tout. » Et Jacques sut que c'est exactement ce qu'il ferait. Les jours s'étaient allongés, la lumière dorée du printemps filtrait désormais à travers les rideaux de l'appartement. Jacques sentait peu à peu le poids des années se transformer en une vigilance constante, une sorte d'instinct paternel tardif, mais désormais irréversible. Élise allait à l'école. Elle riait parfois. Elle dessinait beaucoup. Mais dans le regard de Jacques, la paix restait suspendue à une dernière zone d'ombre. Ce soir d'octobre, 5 ans plus tôt, quand Amélie avait perdu la vie. La version officielle parlait d'un accident. Une cycliste percutée par une voiture blanche. Fuite du conducteur. Pas de témoin fiable. Affaire classée faute de preuves. Il l'avait accepté à l'époque, car la douleur l'avait aveuglé. Mais aujourd'hui, tout ce qu'il avait appris depuis rendait cette version insupportablement incomplète. Il se rendit au commissariat du 11e arrondissement et demanda l'accès au rapport complet. Il avait l'autorisation d'y accéder, en tant que père de la victime. Après quelques démarches administratives, on lui remit une copie complète du dossier. Chez lui, il s'installa dans le salon. Le rapport faisait une trentaine de pages, procès-verbaux, croquis du lieu, témoignages recueillis sur place, inventaire des objets retrouvés. Il lut chaque ligne méthodiquement, à la recherche d'une anomalie, d'un oubli, d'un détail. C'est en feuilletant les annexes qu'il le vit. Une série de photos prises sur les lieux, jamais incluses dans la version qu'on lui avait remise à l'époque. Parmi elles, une prise de vue en contre-plongée, capturant la chaussée mouillée, le vélo brisé, et à quelques centimètres de la roue arrière, un petit objet rectangulaire à demi ouvert. Jacques fronça les sourcils. Il attrapa une loupe, zooma sur la photo numérique. L'objet ressemblait à un petit carnet ou un cahier d'enfant. La couverture semblait être décorée de dessins à la main, des couleurs, des traits maladroits mais reconnaissables, et dans un coin, écrit à la main, un prénom. Élise. Son cœur s'arrêta un instant. Il reprit l'inventaire. Aucune mention d'un carnet. Le contenu de la scène, un sac à dos, un portable brisé, une chaîne en argent, un portefeuille vide, mais rien sur cet objet. Jacques se rendit immédiatement au dépôt de scellés judiciaires. Après quelques heures de négociations et l'aide d'un contact de François, il put accéder aux archives de cette année-là. Il demanda à consulter les objets liés au dossier D1415A, l'accident d'Amélie Dufour. Le fonctionnaire revint, une petite caisse en plastique grise entre les mains. Jacques la reconnut. C'était celle qu'on lui avait rendue après l'enterrement. Il fouilla à l'intérieur. Rien d'inédit, sauf un double fond mâle, refermé. Il souleva délicatement la paroi intérieure. Un mince objet y était glissé. Un carnet, le même que sur la photo. Il le sortit. La couverture était violette, dessinée de fleurs maladroites, de petits cœurs, de soleil souriant. À l'intérieur des dessins d'enfants, une fillette aux cheveux longs, une femme avec un grand sourire, une maison sous un ciel étoilé.
Et sur presque chaque page, un mot unique, répété encore et encore, « Maman ». Jacques tourna les pages lentement. À mi-chemin, une nouvelle surprise, une photo collée au centre. Une femme tenant une enfant dans ses bras, devant un mur tagué. L'image était floue, prise avec un téléphone, mais c'était indiscutablement Amélie. Et Élise, âgée de 3 ou 4 ans. Il ferma les yeux, submergé. Amélie n'était pas seule ce soir-là. Elle était avec sa fille. Peut-être venait-elle de la retrouver. Peut-être avait-elle passé la journée ensemble. Peut-être portait-elle ce carnet pour prouver qu'Élise était bien la sienne, pour le montrer à quelqu'un, à lui, à un juge, à la police. Mais alors pourquoi le carnet avait-il été caché? Pourquoi avait-on fait disparaître cet objet? Jacques rouvrit le rapport. Un nom lui revint. L'agent responsable de l'intervention sur les lieux, lieutenant Moreau. Il décida de le contacter. Grâce à Bernard, il obtint son adresse de courriel professionnel. Il écrivit un message direct accompagné de la photo du carnet, de la photo de la scène et de cette simple question. Pourquoi cet objet n'a-t-il jamais été enregistré? La réponse arriva 2 jours plus tard. Je ne peux rien vous dire officiellement, mais ce carnet était la seule chose personnelle sur la scène. On m'a dit de le mettre de côté, qu'il serait restitué à la famille. Il a été retiré de la procédure par un supérieur. J'ignore pourquoi. Je suis désolé. Jacques relut le message plusieurs fois. Quelqu'un, quelque part, avait volontairement effacé la trace d'Élise dans cet accident. Quelqu'un avait voulu que l'histoire d'Amélie reste celle d'une jeune femme morte seule, sans attache, sans héritage. Mais désormais, il avait la preuve que ce n'était pas vrai. Il photocopia chaque page du carnet, rangea les originaux dans une enveloppe protégée et prépara un nouveau dossier à remettre au juge des affaires familiales. Il inclurait ce carnet comme pièce maîtresse. Pas pour condamner qui que ce soit, mais pour honorer la vérité. Car la vérité, cette fois, ne pouvait plus être effacée. Ce matin-là, Paris était calme, presque suspendu. Les arbres bordant le Père-Lachaise se tenaient immobiles, comme s'ils attendaient. Jacques marchait d'un pas lent, tenant Élise par la main. Ils n'échangeaient pas un mot, mais leurs pas étaient parfaitement synchronisés, portés par une même tension. Aujourd'hui, ils revenaient ensemble à la tombe d'Amélie. Après des semaines d'absence, de révélations, de démarches juridiques et de souvenirs déterrés, le marbre blanc apparaissait entre les branches, toujours aussi simple, aussi froid. Amélie Dufour, 1993-2015. Lumière et souffle de nos jours. Jacques s'arrêta à quelques pas de la stèle. Élise, elle, continua, s'agenouillant sans hésiter, comme si elle retrouvait une amie longtemps disparue. Il la regarda poser un petit bouquet de fleurs des champs. Puis, comme attiré par une intuition inexplicable, Jacques s'accroupit, qu'aussi. Il caressa du bout des doigts la surface lisse de la pierre, repassant mentalement chaque détail qu'il croyait connaître par cœur. Mais cette fois, quelque chose clochait. Juste au bas de la pierre, dans un coin dissimulé par la mousse et les dépôts du temps, il vit une série de traces irrégulières. Il plissa les yeux. Ce n'étaient pas de simples éraflures dues au climat. Les marques suivaient un motif, une sorte de ligne. De lettres, il sortit un mouchoir, humidifia un coin avec de l'eau de sa bouteille et frotta doucement. Les marques devinrent plus claires, plus nettes. Un M, puis un A, puis encore un M et un dernier A. Jacques recula d'un geste abasourdi. Élise se pencha à son tour. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle à voix basse. Il répondit sans détourner les yeux. On dirait que quelqu'un a essayé d'écrire « maman » sur la pierre. Un silence épais suivit. Jacques cherchait une explication rationnelle. Peut-être un enfant en deuil passé là par hasard. Peut-être Élise elle-même, plus jeune, avant de se souvenir vraiment. Mais au fond, une pensée insistante, déstabilisante, ne cessait de tourner dans son esprit. Et si c'était Amélie? Et si, dans un ultime moment de lucidité, elle avait tenté de laisser un message? Une trace? Une confirmation que cette tombe ne contenait pas seulement une fille, mais aussi une mère? Je ne me souviens pas d'avoir écrit ça, murmura Élise, comme si elle avait deviné ses pensées. Mais peut-être que j'ai essayé une fois. Jacques posa une main sur son épaule. Le mystère resterait peut-être à jamais entier. Peu importait. Ce qui comptait désormais, c'était que la pierre elle-même parlait. Elle disait ce que tant de papiers officiels avaient voulu cacher. « Je vais la faire changer », dit Jacques. «
Je vais ajouter ce qui manque. » Élise le regarda curieuse. « Tu vas écrire quoi ?» Il prit son temps avant de répondre. Que c'était une fille, oui, mais aussi une mère, et que son amour n'a jamais disparu, même quand elle a été forcée de se taire. Ils restèrent, encore un moment, assis devant la stèle. Jacques sortit de sa poche un feutre noir et, sans réfléchir, traça doucement sur une feuille ce qu'il ferait graver sur la pierre. Amélie Dufour, fille aimée, mère courageuse. Sa lumière continue de grandir à travers Élise. Il montra le papier à la fillette. « Tu veux qu'on mette ça ?» Elle hocha la tête. « Oui, c'est bien. » En quittant le cimetière, Jacques sentit un poids se lever. Ce n'était pas la fin de la douleur, mais c'était le début de la paix. Une reconnaissance, un aveu gravé dans la pierre. Ce lieu ne serait plus jamais uniquement celui du deuil. Il devenait aussi un repère, un point d'origine, un lieu de mémoire partagé entre les morts et les vivants. En rentrant à la maison, Jacques prit rendez-vous avec le marbrier. Il allait faire refaire la stèle au plus vite, non pas pour réparer une erreur, mais pour écrire enfin, au grand jour, l'histoire complète de sa fille. Pas celle que le monde avait connue, mais celle qu'il avait enfin appris à comprendre. Les murs du tribunal étaient d'un blanc impersonnel, l'air chargé de cette gravité silencieuse que portent les lieux où se décident les destins. Jacques était assis à gauche de la salle, Élise à côté de lui, le regard fixé droit, devant, ses doigts entrelacés aux siens. Ce jour-là, l'audience ne portait plus sur une simple mesure provisoire. Il s'agissait de la demande officielle de garde légale. Jacques, en substance, ne demandait pas seulement à héberger sa petite fille. Il réclamait le droit d'être reconnu comme son père de cœur, son refuge, sa famille. Le juge, même que lors de la première audience, feuilletait les pièces du dossier avec lenteur. Elle avait reçu le carnet, les photographies, le rapport d'accident mis à jour, les témoignages de Lyon, les évaluations psychologiques d'Élise et la lettre manuscrite d'Amélie retrouvée dans l'une des dernières pages du carnet, adressée simplement à celui qui comprendra. Dans cette lettre, Amélie écrivait « Si un jour Élise se retrouve seule, sans voix, sans défense, je prie pour que quelqu'un l'entende. Je n'ai pas eu la force de lutter contre tout, mais elle mérite mieux. Que ce soit toi, papa ou un autre, prends soin d'elle. Aime-la sans condition, comme j'ai tenté de le faire, même dans l'ombre. » Le juge referma le dossier, enleva ses lunettes et fixa Jacques longuement. « Monsieur Dufour, vous avez été un père en deuil pendant 5 ans, et aujourd'hui, vous souhaitez devenir un père une seconde fois, dans des circonstances extraordinairement douloureuses. Êtes-vous prêt à cela en pleine conscience ?» Jacques inspira profondément. « Je ne suis plus celui que j'étais. La perte d'Amélie m'a détruit. Mais rencontrer Élise, c'est comme si elle m'avait tendu la main depuis l'au-delà. Comme si elle disait « Je ne suis pas parti, je suis encore là, dans ce petit être. Je ne veux pas effacer le passé. Je veux lui donner un avenir. » La salle resta silencieuse. Élise tourna lentement la tête vers le juge. « Je veux rester avec lui. Il me connaît mieux que personne, même sans tout comprendre. Il me regarde comme maman me regardait. » Le juge ferma les yeux un instant, puis les rouvrit avec une lueur douce dans le regard. « Très bien, le tribunal accorde la garde légale. De l'enfant Élise Fournier à monsieur Jacques Dufour, reconnu comme tuteur légal et responsable parental à titre permanent. » Le marteau tomba sur le bois. La sentence était rendue. Jacques ne bougea pas tout de suite. Il sentit Élise serrer sa main, puis poser sa tête contre son épaule. Ce contact, si simple, déclencha en lui une émotion qu'il croyait disparue, la gratitude pure. Pas seulement d'avoir retrouvé une part d'Amélie, mais d'avoir découvert un nouveau rôle, une nouvelle mission, une autre forme d'amour. De retour à la maison, il fait taire la nouvelle en silence, comme 2 survivants au bord d'un monde enfin apaisé. Jacques fit livrer un gâteau au chocolat. Élise alluma 2 bougies, l'une pour elle, l'autre pour sa mère. « Tu crois qu'elle voit ça ?» demanda-t-elle. « Je ne crois pas, je le sais. » Ils éteignirent les bougies ensemble, comme un pacte silencieux. Les jours suivants furent consacrés à des formalités administratives, des nouvelles affaires, d'école, l'inscription à un atelier de dessin, des routines naissantes. Chaque geste avait le goût du renouveau. Jacques reprenait goût au quotidien, à la cuisine, aux promenades. Il relisait les livres qu'il avait autrefois partagés avec Amélie. Désormais, c'était avec Élise qu'il les feuilletait,
Elle posait des questions, dessinait les personnages. Elle ajoutait des couleurs que sa mère avait toujours évitées. C'était sa manière de guérir et de créer. Un soir, Jacques trouva Élise devant la fenêtre, les yeux fixés sur la lune. Elle tenait dans ses mains une photo d'Amélie. « Je ne me souviens pas bien de sa voix, dit-elle doucement. » Il s'agenouilla derrière elle, passa les bras autour de ses épaules. « Moi non plus. Mais parfois, quand tu parles, c'est comme si c'était elle, et ça suffit. » Elle ne répondit pas. Elle posa la photo sur le rebord et murmura « Bonne nuit, maman. » Puis elle alla se coucher, sereine. Jacques resta seul un moment, la photo dans la main. Amélie souriait. Elle ne reviendrait pas. Mais son sourire, lui, vivait encore. Et désormais, c'était à lui de le protéger, de l'honorer, d'en faire une lumière dans la vie d'Élise. La lumière d'un matin d'été baignait l'appartement d'une chaleur douce. Le salon, autrefois austère et silencieux, résonnait maintenant de bruits simples. Le froissement d'un livre qu'on feuillette, le cliquetis d'une tasse sur une soucoupe, le léger rire d'une fillette absorbée dans son dessin. Jacques était assis dans son fauteuil, les jambes croisées, un album photo ouvert sur ses genoux. À côté de lui, Élise, concentrée, coloriait une page d'un cahier de souvenirs qu'ils avaient commencé ensemble. Ce jour-là marquait 1 an depuis leur première rencontre devant la tombe d'Amélie. Jacques tourna lentement une page de l'album. Une photo d'Amélie, jeune, riant aux éclats sous un ciel d'orage, les cheveux en bataille, les bras levés comme pour embrasser le vent. Il la montra à Élise. « Tu sais où c'était » demanda-t-il. La petite haussa les épaules. Non, mais elle avait l'air heureuse. C'était en Bretagne. Elle avait 17 ans. Elle venait de terminer le lycée. On avait passé l'été à courir après les marées. Elle adorait la pluie. Élise regarda la photo un long moment, puis elle demanda « Tu peux me raconter une histoire sur elle ? Une que je ne connais pas encore. » Jacques sourit, c'était devenu un rituel. Chaque soir, chaque après-midi pluvieux, chaque dimanche tranquille, il racontait Amélie. Pas seulement la fille brillante ou la jeune femme tragiquement disparue, mais aussi l'enfant têtu, la rêveuse incorrigible, la petite fille qui voulait être astronaute et écrivain en même temps. Il lui parla cette fois d'un concours de poésie qu'Amélie avait gagné à 8 ans. Elle avait écrit un poème sur le silence des étoiles. Lorsqu'elle l'avait récité devant l'école, sa voix avait tremblé, mais ses mots avaient laissé tout le monde sans voix. « Et tu sais ce qu'elle a fait après avoir gagné ?» poursuivit Jacques. Élise secoua la tête. « Elle m'a demandé si elle pouvait donner son prix à une camarade qui n'avait jamais gagné rien. Elle disait que c'était juste un papier, mais qu'un sourire valait plus. » Élise ferma doucement le cahier. Elle était gentille. « Hein ?» Elle l'était, répondit Jacques, même quand elle avait peur, même quand elle faisait des erreurs. Un silence les enveloppa, doux, presque sacré. Puis Jacques se leva et alla chercher une boîte en bois qu'il avait gardée dans sa chambre. Il la posa sur la table devant Élise. « C'est pour toi. » La fillette l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une photo d'Amélie tenant un bébé dans ses bras, probablement une des rares survivantes de cette époque disparue. Une mèche de cheveux nouée dans un ruban bleu, un petit bracelet de naissance en plastique usé et une lettre pliée. Élise déplia la lettre. Jacques la laissa lire en silence. « Ma chérie, je ne sais pas quand tu liras ces mots, ni si tu les liras un jour, mais je veux que tu saches que je t'ai aimé. Depuis le premier souffle, même quand je suis parti, même quand j'ai échoué. Tu n'étais pas une erreur, tu étais mon miracle. Si tu trouves ton chemin jusqu'à lui, jusqu'à mon père, sache que je lui fais confiance. Il est ta maison, même s'il ne le savait pas encore. Aime-le, il saura t'aimer. » Élise referma la lettre, les yeux brillants. Elle ne pleura pas. Elle sourit. « Je crois qu'elle me voit, qu'elle est contente. » Jacques hocha la tête. « Moi aussi. » Ils se levèrent, main dans la main, et sortirent. Direction le cimetière, comme pour fermer le cercle. Cette fois, ils y allèrent ensemble, non pas poussés par la douleur, mais portés par la mémoire. La nouvelle pierre tombale était là, fraîchement posée, simple mais lumineuse. Amélie Dufour, fille aimée, mère courageuse. Sa lumière continue de grandir à travers Élise. Ils s'assirent en silence. Jacques sortit une dernière photo de sa poche, celle d'Élise tenant un dessin d'Amélie, entouré de cœurs. « On l'a fait imprimer pour toi, dit-il. On la mettra dans ton cahier. »
Élise regarda la tombe, puis son grand-père. « Tu sais, je pensais que j'étais toute seule. Mais maintenant, je comprends. Elle m'a laissé avec toi, c'est mieux que rien, c'est même beaucoup. » Jacques la prit dans ses bras. « Tu m'as rendu vivant, Élise, et moi, je ferai tout pour que tu n'oublies jamais qui tu es. » Ils quittèrent le cimetière au coucher du soleil. Deux silhouettes, unies par une absence devenue force, par une douleur transformée en lien. Ce n'était pas une fin, c'était un recommencement.